Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, Elsa vient nous parler du sud avec son chien. Elle connaît bien la Côte d'Azur et s'y rend régulièrement avec Loupi, son petit bouvier. En plus de visiter de magnifiques villages et espaces naturels, ils y pratiquent le paddle et le kayak, notamment pour rejoindre les îles adjacentes. Si tu prévois d'aller sur la côte cet été ou de faire des sports d'eau avec ton chien, cet épisode est fait pour toi. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Elsa, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va aussi, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Azur avec son chien. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour commencer ? Oui, alors je m'appelle Elsa, j'ai 28 ans et je suis enseignante en SVT, en collège et en lycée, en région parisienne et je partage ma vie avec mon compagnon Bruno et notre petit Loupi depuis 1 an maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de Loupi, à quoi il ressemble ? Alors Loupi, c'est un bouvier de Lentelbourg, donc c'est le plus petit des bouviers suisses. Il faut se représenter un bouvier bernois avec des poils courts et à peu près la taille d'un beagle. Il va bientôt avoir 2 ans et on l'a adopté à l'âge de 9 mois. Donc c'est un petit loulou qui est ultra polyvalent. On peut lui proposer n'importe quoi, il est toujours partant. On l'emmène partout avec nous dans toutes nos aventures. On voyage pas mal. On a la chance d'avoir les vacances scolaires et il partage toutes nos aventures. Trop bien. Comment ça se fait que tu l'aies adopté à l'âge de 9 mois du coup ? Alors, nous, on voulait un chien depuis longtemps et en fait, on cherchait une race qui correspondait le mieux possible à notre mode de vie, sachant qu'on est très sportif et qu'on est beaucoup en vacances à gauche, à droite avec notre famille. Et on voulait pas non plus un trop gros chien parce que, bon, des personnes dans notre famille qui sont pas forcément à l'aise avec les très gros chiens et comme on est souvent chez eux, c'était important. Et une fois qu'on a eu fait un premier tri avec les races qui correspondaient à peu près à ces critères-là, on a eu un gros coup de cœur physique sur la race et puis notamment avec leurs beaux yeux dorés. Et en fait, on a vu sur un groupe de races une annonce de Loupi en fait qui avait 8 mois à l'époque et on a vu ce petit loulou qui avait des petits soucis avec les poules et puis que la famille ne pouvait pas garder parce qu'il en avait mangé quelques-unes. Et à ce moment-là, en fait, on a pris contact avec la famille, on a beaucoup échangé, on a pris la voiture et puis on est parti. On est parti à sa rencontre, on a traversé la France et puis ça a été vraiment un coup de cœur. Trop chou. Et du coup, il a toujours une addiction aux poules ? Alors c'est vrai que il faut des poules en forêt, on n'en croise pas trop heureusement, mais le gibier, ça reste quand même compliqué. On a dû pas mal travailler sur le rappel d'urgence. Il y a eu quelques mois en longe avant de pouvoir le lâcher en toute liberté. Et puis on essaye de combler aussi ces besoins de pistage et de poursuite par des jeux cadrés et par du man-trailing qu'on pratique ensemble depuis 1 an maintenant. Ok, trop intéressant. Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Oui, alors le man-trailing, en fait, c'est une discipline dans laquelle le chien va devoir retrouver une personne disparue en suivant sa trace au sol. À partir d'une odeur qu'on va lui donner. Donc ça peut être un objet odorant de la personne qui est partie se cacher. Et en fait, l'objectif, c'est que le chien récupère les odeurs de la personne pour suivre sa trace. Alors soit en prenant les odeurs directement sur le sol, soit en récupérant de l'odeur sur les supports, donc tout ce qui va être en hauteur, en relief, comme les feuilles, ou soit directement dans l'air. Et il faut en fait qu'il jongle sur ces 3 moyens de prendre l'odeur pour être le plus efficient possible, le plus efficace possible. Et ça les fait beaucoup, beaucoup réfléchir et ça les fatigue énormément. Donc, Loupi, en général, après 2 pistes de man-trailing, on l'entend plus. Il dort pendant 24 heures et il sort que pour faire pipi. Plutôt efficace. Comment on commence cette pratique ? Enfin, j'ai du mal à imaginer, tu sais, ton chien, comment tu arrives à lui faire comprendre ce que tu attends de lui ? Oui, alors en fait, au début, ce qu'on fait, c'est de faire comprendre justement au chien ce qu'il doit faire et on va essayer de le motiver. Donc, la personne qui va aller se cacher, au début, va être vue par le chien. Donc, la personne va déposer son odeur au sol et dans ses mains, elle aura la récompense du chien. Donc, ça peut être le jouet ou préféré du chien ou une friandise, quelque chose qui a de la valeur pour lui. Et puis, il va un petit peu lui montrer qu'il a ça dans les mains. Il va partir se cacher et montrer au chien justement cette récompense. Et le chien, du coup, va être
assez excité, en général, ils aboient à ce moment-là et il va partir à la poursuite, de la personne après avoir, senti l'odeur donc au départ et puis progressivement, on va pouvoir, allonger, la distance. Donc d'abord faire disparaître la personne, allonger la distance et puis faire des exercices de plus en plus complexes en variant les supports. Donc, par exemple, en ville, c'est plus difficile qu'en forêt et puis, on va ensuite demander au chien de reconnaître la bonne odeur, donc de discriminer avec, une autre personne qui serait passée sur sa piste et on va augmenter doucement la difficulté. Trop bien. C'était pas prévu qu'on parle de ça, mais c'est une activité que j'aimerais bien tester avec Floki. Tu vois, nous on fait des cache-cache, mais je crois pas qu'il utilise vraiment son nez pour nous retrouver loin de là. C'est vrai qu'en général, le réflexe du chien, c'est de chercher avec les yeux. En tout cas, c'était le réflexe de Loupi et ça l'est encore parfois. Donc, il faut travailler à ce moment-là avec des leurres, des personnes qui sont pas celles qui doivent être cherchées pour que le chien comprenne bien que s'il cherche pas avec son nez, en fait, il peut pas arriver à faire ce qu'on lui demande, quoi. Ok, trop intéressant. C'était contacté pour parler de la Côte d'Azur. Tu m'as dit que toi, tu étais originaire de ce coin-là. T'es d'où exactement? Alors moi, j'ai grandi à Saint-Cyr-sur-Mer. Donc Saint-Cyr-sur-Mer, c'est un petit village sur la côte, comme son nom l'indique, dans le Var, à l'ouest du Var, à mi-distance entre la ville de Marseille et la ville de Toulon. Plutôt côté ouest, quoi. C'est vraiment à l'ouest de la Côte d'Azur. Ok. Et t'avais déjà eu des chiens, toi, avant d'avoir Loupi? Non, c'est mon tout premier chien. Donc on s'est lancé dans l'aventure avec Loupi. Et par contre, c'est vrai que j'ai des amis qui sont déjà venus dans le sud chez mes parents avec leurs chiens. Donc il y a quelques activités que j'avais déjà fait avec leur chien à elle. Mais voilà, c'est sûr, c'est différent quand c'est notre propre chien. Ok. Et alors, tu trouves ça comment en termes d'accessibilité, la Côte d'Azur avec son chien? Alors, ça dépend pas mal des saisons. En fait, il faut savoir que globalement, hors haute saison, donc on va dire environ de mai à septembre, ça reste quand même assez accessible, même pour les spots très touristiques. La plupart des plages, en tout cas des plages de sable, sont interdites aux chiens dans le coin, mais en dehors de cette saison, il y a quand même une bonne tolérance. Par exemple, là, j'ai été au mois d'avril, à 18 h sur la plage, vous voyez que des propriétaires de chiens sur la plage. Donc tant qu'il n'y a pas de touristes, que le sable qui est retenu dans des filets et pas encore étalé sur les plages, on peut quand même profiter assez librement. Je trouvais que c'était une thématique intéressante à aborder ensemble, vu que la Côte d'Azur, c'est quand même, je pense, la région que tout le monde veut aller visiter, notamment en été. Mais ce que je trouvais intéressant aussi d'aborder avec toi, c'était les activités qu'on pouvait y faire, que ce soit sur le littoral, mais aussi au niveau plutôt des terres, les visites, les randonnées, parce que tu m'as dit que c'est ce que tu faisais le plus aussi au final. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Oui, alors en fait, ce que je trouve super intéressant sur la Côte d'Azur, c'est qu'il y a la possibilité, déjà en termes de balade, d'avoir des choses qui sont complètement différentes. Il y a des petits villages de caractère qui sont très sympas à visiter avec son chien en laisse. Je pense au village du Castellet notamment, qui est à côté de chez moi. Il y a aussi des plages qui sont accessibles. Alors, souvent, ça va être des plages de galets, mais il y en a quelques-unes quand même. Il y a la plage de Port-d'Alon à Saint-Cyr, il y a une plage à Hyères qui a été ouverte récemment pour les chiens, il y a une plage à la Seine. Voilà, il y a quand même quelques plages qui sont libres pour nos amis à poil. Il y a aussi des massifs forestiers qui sont sympas à visiter, notamment le massif de la Sainte-Baume qui est immense. Et en fait, dans ce massif, on trouve pas mal de petites sources de fraîches avec une eau qui est quand même pas mal en mouvement, ce qui permet d'échapper aux cyanobactéries en été et de rafraîchir les chiens. Est-ce que tu pourrais dire ce que c'est les cyanobactéries? Alors, les cyanobactéries, ce sont des bactéries qui se développent dans les cours d'eau. Alors, plutôt dans les eaux stagnantes, mais il peut aussi y en avoir dans les rivières et même dans la mer, malheureusement aussi. C'est des bactéries qui vont fabriquer des toxines. Donc il y a 3 types de toxines, qui sont dangereuses pour le chien, qui peuvent être mortelles. Donc il faut vraiment être attentif et vigilant à ça. Généralement, ça se manifeste par des eaux qui vont être très vertes, un vert plutôt fluo et il y a un groupe sur Facebook qui recense les lieux qui sont touchés par les cyanobactéries. Ça s'appelle, Cyanobactéries Alerte et ça peut être intéressant d'aller le consulter avant de se rendre sur un lieu pour se rassurer. Ok, merci. Donc pour reprendre sur les différents endroits où on peut aller se promener, il y a aussi des parcs naturels qui sont accessibles aux chiens, notamment le parc des Calanques, qui est magnifique et qui peut faire rêver pas mal de monde. Ça va être autour de Marseille, Cassis principalement. C'est vraiment dans le coin où mes parents habitent. Au niveau de la réglementation pour les chiens, c'est autorisé aux chiens. Après, il y a des petites informations un peu contradictoires qu'on peut trouver. Sur le site, il est écrit qu'ils doivent être en laisse. Par contre, quand on va sur les sites de balade, il y a marqué que les chiens ne doivent pas être en divagation. Donc ça veut dire que le chien ne doit pas être à plus de 100 mètres de son propriétaire, qu'il doit être sous contrôle et visible. Ça ne veut pas forcément dire que le chien doit être en laisse.
Nous, on y est allé plusieurs fois en laisse avec Loupi, enfin plusieurs fois en balade avec Loupi. On n'avait pas de laisse, la laisse était dans le sac au cas où. Il était en liberté, mais personne ne nous a rien dit, même si on a croisé les gardes du parc. Donc voilà, il faut être prêt à s'adapter en fonction des remarques qu'on va avoir. Sur les calanques, il y a plein d'itinéraires possibles qui sont vraiment magnifiques, et il y a quand même quelques points de vigilance à avoir, notamment sur les roches. Il faut savoir que ce sont des roches qui vont être vite chaudes dans la journée et qui sont glissantes parce qu'il y a énormément de passages. Donc il y a quand même des endroits où même si on a un bon rappel et un chien qui se débrouille et qui a le pied sûr, ça peut être intéressant quand même de prévoir une laisse avec un harnais ou du matériel de traction pour pouvoir attacher son chien et sécuriser. On est quand même à fleur de falaise par moment et sur les roches très glissantes, même nous on peut tomber, ça peut être rassurant d'avoir ce matériel-là pour son chien. Faut aussi faire attention parce que dans le sud, souvent le matin, il fait assez frais et la température, elle va pouvoir grimper assez rapidement. Et en pleine saison, à partir de 8-9 heures, il fait déjà très chaud par moment. Et ce sont quand même des circuits qui sont assez longs, où il n'y a pas de source. Et donc, il faut prévoir vraiment beaucoup, beaucoup d'eau pour soi et pour son chien. Et ce sont aussi des randonnées où il y a du dénivelé, en tout cas des passages qui sont assez abrupts. Donc il faut un chien qui soit un petit peu préparé physiquement. Il y a des roches sur lesquelles il va falloir faire des sauts. Voilà. Donc soit on a éventuellement de quoi porter son chien sur les passages un petit peu difficiles, soit il faut qu'il soit un petit peu à l'aise avec des, des passages un petit peu compliqués. Il y a plein de calanques différentes. Après, celle qui est la plus connue, c'est celle d'Envaux, qu'on voit partout quand on tape calanque, parce qu'elle est d'un turquoise magnifique. Elle peut être accessible soit en partant de Cassis en à peu près 2h30, soit en partant de la route entre Cassis et Marseille. Donc là, il y a un petit peu moins de trajet, 45 minutes, 1 heure. Et elle est assez fréquentée pour le coup, même hors saison. Et il y a du dénivelé. Donc je conseille plutôt de partir très tôt pour se payer le luxe d'avoir le lever de soleil sur la calanque ou en tout cas d'être juste après. Et en y étant le matin tôt, vers 7 heures, 8 heures ou même 6 heures si on est très courageux, c'est quand même vraiment agréable d'avoir la calanque juste pour soi. Et d'ailleurs, les propriétaires de chiens du coin le savent parce que le matin à 7 heures, en fait, il n'y a que des gens avec leurs chiens et les touristes arrivent plus tard. Dans les calanques, il faut aussi faire attention parce que c'est vrai que c'est un peu découvert. On a tendance à se dire c'est pas une forêt, on croisera pas beaucoup d'animaux. Mais il y a quand même des sangliers qui se baladent dans ces coins-là, notamment du côté de Marseille. Ils sont attirés par les poubelles parce qu'il y a l'université, des logements qui sont à la limite des calanques. Donc ils viennent farfouiller par là et il faut quand même être vigilant pour son chien. Ils sont assez habitués à la présence de l'homme, donc pas forcément très peureux et c'est important de rester vigilant, d'autant plus si on a un chien qui fait de la prédation, ne pas hésiter à rattacher si on a le moindre doute dans son attitude. Donc voilà, pas de biches, mais des sangliers et il faut aussi faire attention sur la route parce qu'il y a aussi des sangliers qui traversent la route et donc restez bien vigilant. Et tu disais donc que le soleil tapait fort dans ce coin-là. Est-ce que sur la randonnée, on peut quand même espérer des coins d'ombre pour faire des petites pauses avec son chien ou pas du tout? Alors, il y a quand même, un petit peu d'ombre grâce au pin par endroits, mais c'est vrai qu'on sent vraiment la chaleur qui se dégage du sol. Moi, je sais que j'ai l'habitude de rapprocher la main du sol pour me rendre un petit peu compte de ce que mon chien prend dans la truffe et souvent on sent que la chaleur vient vraiment du bas vers le haut et que ce sont les pierres qui renvoient de la chaleur. C'est pour ça que, le soir, c'est sympa aussi, mais même si on y va tard, il fait encore très chaud parce que, justement, le sol va restituer la chaleur qu'il a reçue. Mais il y a quand même quelques coins d'ombre, hein. On peut s'arrêter, avec son chien, il faut pas hésiter à faire des pauses, voilà, mais ça chauffe. Ok. Et quand tu disais donc que fallait être habitué au dénivelé, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu justement cette randonnée, combien de kilomètres elle fait et pour combien de dénivelé? En fait, c'est pas tellement qu'il y a du dénivelé tout le long, c'est qu'il y a des passages où c'est quand même ça monte fort et ça descend très fort. Il y a des escaliers qui sont taillés directement à même la roche. Ah oui, donc des escaliers dans la roche avec beaucoup de passages, ça doit être archi glissant. Voilà, c'est super glissant, donc je sais que moi j'aime bien quand même sécuriser, avec, un harnais de traction si besoin, si je le sens pas trop. Après Loupi déteste être porté, donc souvent il se débrouille tout seul, mais moi ça me rassure. En partant de Cassis, ce qui permet de faire les 3 calanques qui sont les plus connus, donc c'est Port-Pin, Port-Miou et Envaux. C'est une randonnée qui se fait en 4 heures
voire 5 allers-retours et il y a un dénivelé positif de à peu près 350 mètres et ça peut être soit une petite boucle, soit un aller-retour, donc à peu près 350 mètres positifs, négatifs, concentré sur des passages courts et ça peut grimper ou descendre assez fort par endroits. C'est des passages escarpés ou des petites grimpettes de 15-20 minutes, mais mine de rien, par 30 degrés, sur des roches qui glissent, ça reste quand même un peu technique par endroit, avec un chien. Je t'ai pas demandé, je sais pas, la ville où tu es, si c'est une ville un peu touristique, etc. Saint-Cyr-sur-Mer, il y a quand même pas mal de touristes qui viennent. Alors c'est vrai qu'on est un peu moins connu par rapport à La Ciotat et Sanary Bandol, qui sont très connus de part et d'autre, mais c'est quand même un village qui est sympathique. Il y a la colline de sable qui est très sympa, la calanque de Port-d'Alon, il y a des plages de sable à Colande qui attirent pas mal de monde, et il y a une promenade sur le bord de plage où on peut profiter et manger sur le bord de mer. C'est très Ouais, joli. t'as quelques adresses favorites? Sur Saint-Cyr, moi, je vais pas forcément. Je suis plutôt du côté de Cassis. J'aime bien manger là-bas parce que c'est vraiment très joli. Mais je sais pas si les chiens sont acceptés dans le restaurant parce que j'y vais pas avec Loupi. Au port de Cassis, il y a énormément de passages et Loupi, le statique plus le passage, c'est pas forcément évident. Mais comme il y a beaucoup de terrasses, je pense que les chiens sont quand même relativement bien acceptés sur les terrasses, donc ça devrait le faire. Il y a un super sentier de randonnée qui est à faire sur les alentours de Saint-Cyr, Bandol. C'est le sentier du littoral. C'est un sentier qui longe. Alors, ça relie un petit peu tous les villages qui sont sur la côte. Et c'est vraiment à fleur de falaise. Donc, encore une fois, attention quand même aux roches glissantes. Mais c'est vraiment un sentier qui est panoramique, magnifique, avec plein de petites criques où justement on peut aller avec son chien. Et ça peut vraiment être sympa à faire. Donc on peut partir de plein d'endroits différents sur ce sentier-là et c'est vraiment sympa à faire. Il y a aussi la pointe du Gaou qui est un petit coin naturel super préservé, accessible pour les chiens, mais par contre cette fois-ci, il faut que les chiens soient tenus en laisse. Dernière petite chose un peu sympa et insolite à faire, c'est les îles. Il y a des îles qui sont accessibles aux chiens, et il y a l'île de Porquerolles notamment qui est vraiment paradisiaque, qui est accessible en bateau depuis hier. Donc c'est un spot qui s'appelle la Tour Fondue où on peut prendre le bateau avec le chien. C'est gratuit pour le chien, à peu près 30 € pour un adulte. Et en une vingtaine de minutes environ, on arrive sur l'île, autorisé aux chiens, tenu en laisse, mais par contre pour les plages, voilà, les chiens sont pas autorisés. Après, il y a des petites tolérances quand on n'est pas en pleine journée. Il y a aussi l'île verte dans le parc de la Ciotat, qui est accessible en bateau ou alors en kayak ou en paddle pour les plus courageux. Trop bien. Et quand tu tires en bateau, si t'as le permis bateau par exemple, tu peux louer un bateau et y aller directement? Oui, c'est possible d'y aller en louant un bateau directement. Après, en pleine saison, il y a quand même pas mal de monde, c'est difficile de trouver une place. Je conseille donc d'y aller vraiment tôt pour trouver un spot sympa. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut accéder à des petites criques sur lesquelles on peut être vraiment seul avec son chien et ça, c'est quand même vraiment un luxe. Ok, et donc là, pour le coup, les criques, c'est plutôt accessible aux chiens? Oui, alors l'île verte, toutes les plages sont accessibles aux chiens, aucun souci. Les grandes plages de sable sont interdites aux chiens, mais les petites criques qui vont pas forcément être signalées pour les touristes, vont être plutôt autorisées. En tout cas, les chiens sont tolérés. Et ça, il y en a enfin quand même pas mal, dans les endroits où j'habite et donc on peut quand même arriver à mettre les pieds dans l'eau avec son chien, sur le bord de mer. Surtout si on se lève tôt, là, on a la chance d'être vraiment tout seul pour profiter. Quand on n'est pas du coin, comment on les trouve, ces petites criques? C'est pas forcément évident à trouver. Ce que je conseille, c'est de prendre la voiture et de longer la côte en roulant plutôt doucement. Et on arrive à voir un petit peu en contrebas des petits accès où voilà, il y a des petites criques. Et à ces endroits-là, on trouve pas de panneau avec écrit interdit aux chiens. Et donc, à ces endroits-là, on peut descendre avec son loulou. Et tu disais un truc intéressant, je trouve, c'est que tu conseillais d'y aller plus tôt le matin pour éviter les touristes. Et je pense surtout l'été, ça te permet aussi de garder un peu la fraîcheur, j'imagine. Oui, ben, nous, ce qu'on fait en général en été, c'est qu'on se lève vraiment très tôt. Ça peut être autour de 5 ou 6 heures. On va se promener à la fraîche. On profite un petit peu de la plage avant que les gens arrivent tôt le matin. Et puis ensuite, on va faire un tour un petit peu plus en forêt. On rentre. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la famille à côté, donc on peut profiter autrement. Et puis on ressort tard le soir. Par contre, c'est vrai que jusqu'à tard le soir, il y a quand même encore beaucoup de monde sur les plages. Donc le moment idéal, c'est vraiment tôt le matin. Ok. Et quand tu parles de la saison, c'est vraiment juillet, août ou ça commence et finit un petit peu avant et après? Quand on commence à avoir les week-ends un petit peu longs au mois de mai, il peut y avoir du monde, mais en semaine, ça reste encore correct dans ces périodes-là. Ah, par contre, à partir du mois de juin, voilà, il commence à y avoir du monde, il faut adapter un petit peu
peu les horaires. Mais vraiment, en y allant tôt, ça vaut le coup. On peut quand même profiter des endroits qui sont quand même très fréquentés en journée. Est-ce que tu as fait le tour sur les coins que tu préfères visiter avec ton chien? Moi, j'ai un coin que j'aime vraiment beaucoup sur Saint-Cyr. Ça s'appelle la colline ou la dune de sable. C'est un endroit assez vallonné, recouvert de pins. Et en fait, le sable de la plage de Saint-Cyr a tendance à s'envoler et à atterrir dans ce massif, ce qui forme une grande dune de sable dans laquelle les chiens peuvent creuser, ils se régalent. C'est vraiment le spot pour tous les propriétaires de chiens. Le matin à Saint-Cyr, à 7 heures, il y a des chiens partout. Les paysages sont magnifiques, on a vue sur la mer et il y a même la possibilité, si on veut marcher un petit peu plus, de descendre jusqu'à une plage, donc la plage de Port-d'Alon, et qui, elle, est totalement autorisée aux chiens. Donc c'est une plage de galets. Un coin vraiment sympa pour promener son chien tranquille en libre. Un petit peu plus tôt, tu disais que tu aimais bien te rendre sur les îles aux alentours, que tu peux visiter donc en bateau, mais aussi en kayak ou en paddle pour les plus aventureux. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, toi? Oui. Alors, avec Bruno, on faisait déjà pas mal de sports de plein air, dont du kayak et du paddle, et on s'est dit qu'on allait essayer avec lui. Et en fait, les fois où on en a fait, ça a très bien fonctionné. On a même pu aller jusqu'à l'île verte avec lui en kayak, et c'est un chouette souvenir pour nous. Ok. Et comment t'as fait pour lui apprendre cette pratique? Ce qu'on a fait, nous, on a la chance d'avoir notre matériel, mais c'est tout à fait possible de louer du matériel. Mais il faut penser à prévoir un créneau assez conséquent. Déjà, on est parti très très tôt pour pouvoir se mettre à l'eau tout seul. On a mis Loupi en liberté sur la plage, on a sorti le matériel, on l'a laissé sentir, tourner autour. Et ensuite, pendant qu'on était en train de gonfler le kayak et puis ensuite le paddle, j'ai commencé à lui faire un peu des exercices, monter, descendre, sauter par-dessus, s'asseoir, se coucher, redescendre. Le tout avec des friandises, histoire qu'il s'habitue un petit peu à la sensation sous les pattes. Et en même temps, pendant ce temps-là, le kayak était posé sur la plage. Une fois qu'il était à l'aise avec ça, on a déplacé le kayak sur le bord de l'eau pour qu'il commence à se rendre compte que des fois, quand on descend, en fait, on peut être mouillé. Et on a recommencé un petit peu les mêmes exercices, monter, descendre, s'asseoir. Et une fois que ça c'était bon, on a poussé le kayak dans l'eau pour qu'il commence à se rendre un peu compte de la sensation des vagues, des mouvements de l'eau. Et on a recommencé, pareil, des petits exercices, sauter dans le kayak, descendre, en y allant tout doucement. Ensuite, on a commencé à déplacer un petit peu le kayak en avant, en arrière, tourner, pour qu'il se rende compte un petit peu des sensations, mais en même temps qu'il ait la sécurité de se dire, bon si je suis pas à l'aise, je peux descendre, sauter, j'ai encore pied, tout va bien. Et on a bien fait attention aux signaux qu'il nous envoyait pour qu'il soit toujours à l'aise. Ensuite, on a rajouté une étape où on est monté sur le kayak et on lui a montré les mouvements des pagaies. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir quelque chose qui passe au-dessus de sa tête pour le chien et qui le mouille, donc on a vraiment fait ça très doucement, au bord de l'eau. Et une fois qu'il était OK avec ça, on est parti un petit peu plus au large. Pour la première fois, on s'était pas fixé d'objectif de durée ou de destination. Le but, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit agréable, un plaisir pour lui. On avait pris des friandises pour lui donner un petit peu au large si vraiment il était un petit peu plus en difficulté, et on a fait une expérience positive. Rapidement, on a fait demi-tour et puis ensuite, on a pu augmenter tout doucement la durée jusqu'à faire des balades un petit peu plus longues. Et maintenant, tout est ok. Ouais, maintenant tout est OK. Quand on sort le kayak, il sait très bien que ça va bien se passer. Trop bien. Et t'as un matériel spécifique pour faire ce type d'activité avec lui? Alors, nous, on a notre propre paddle et kayak qui sont gonflables tous les 2. Après, on n'a pas pris les premiers prix non plus parce qu'il faut que ça résiste un minimum aux griffes, du chien. Donc c'est un kayak qui fait aussi les rivières. Après, pour Loupi, on a aussi un gilet de sauvetage, qui est indispensable à nos yeux parce que même si c'est un bon nageur, en fait, on n'est jamais à l'abri d'une chute, au large. Et en fait, même s'il aime beaucoup nager, il peut se fatiguer assez vite et pas forcément gérer son effort. Et c'est important aussi qu'il puisse bien flotter pour pas avaler d'eau salée. Donc pour nous, voilà, le gilet de sauvetage est indispensable. Et en plus, il y a une petite poignée sur le dessus et ça permet, si jamais il y a une chute, de le remonter beaucoup plus facilement à bord de l'embarcation. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour choisir son gilet de sauvetage? Parce que je sais qu'il en existe de différents types. Alors, ce à quoi il faut être vigilant, c'est de faire en sorte que ça ne gêne pas du tout les mouvements du chien. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est important aussi d'habituer le chien, au gilet de sauvetage avant qu'il monte, sur le paddle ou sur le kayak. Donc nous, on avait acheté plusieurs tailles et plusieurs modèles différents dans une animalerie. On a ramené tout ça à la maison, on l'a essayé, on l'a fait jouer avec le gilet, voilà, pour voir, quel était celui dans lequel il marchait et il se déplaçait le plus normalement possible. Et on a gardé celui-là et on a ramené les autres, à l'animalerie
animalerie. On l'a habitué en lui mettant régulièrement à la maison, comme ça, pour faire une activité sympa. Et une fois sur la plage, en fait, le gilet c'était déjà acquis, donc c'était plus un problème pour lui. Ok. Il faut vraiment faire attention que ça entrave pas les mouvements du chien et qu'il soit aussi bien soutenu au niveau du ventre. Souvent, il y a un scratch avec le rembourrage et par-dessus des lanières, il faut faire attention que le rembourrage soit bien sous le ventre pour éviter qu'il y ait trop de frottement quand il va nager, en fait, pour qu'il soit à l'aise. Après, au niveau du choix de la taille, c'est plutôt bien indiqué sur les paquets. Il faut mesurer la taille du dos du chien. Nous, on est toujours entre deux tailles avec Loupi. Il est un petit peu long du dos, un peu saucisse. Donc voilà, on a essayé les deux et puis on a pris celui qui allait le mieux pour lui, pour s'asseoir et puis pour bouger. Ok, trop bien. Il a jamais eu trop de problèmes à enfiler son gilet, c'était plutôt ok pour lui. Non, jamais. Enfin, c'est vrai que même la première fois, elle a été vite à l'aise avec. Et il s'est rendu compte assez vite qu'il pouvait bouger. Il n'y avait pas de souci avec le gilet. T'as dit un peu plus tôt que c'était important de leur mettre un gilet de sauvetage parce qu'ils pouvaient aussi avaler de l'eau salée. C'est quoi le problème avec le fait d'avaler de l'eau salée? Le problème de l'eau salée, c'est que bon, déjà en buvant, ça les déshydrate et il y a aussi un risque d'intoxication au sel. Donc il faut faire bien attention. Déjà que le chien ne boive pas d'eau de mer, donc on part toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. D'autant plus que, ben, mine de rien, il y a toujours un petit peu d'eau qui rentre dans leur bouche et donc ça leur donne soif. Donc c'est important de prendre vraiment beaucoup d'eau quand on fait ces sports-là. Et le souci, c'est que quand on a un chien qui est à l'aise dans l'eau, qui s'amuse, qui ramène des petits bâtons, qui nage, il va avoir tendance à boire de l'eau sans le vouloir. Et il faut faire attention justement de donner de l'eau et de limiter les temps de jeu dans l'eau pour faire en sorte que cette ingestion soit pas trop grande. Donc on peut lui proposer plutôt des jeux sur la plage. Et s'il boit vraiment trop de sel, il y a un risque d'intoxication qui est quand même assez important. Ça se manifeste par des diarrhées, des vomissements, voire plus grave avec une urgence vétérinaire. Merci pour ces précisions super importantes. Du coup, tu as dit que tu avais appris donc à faire du paddle et du kayak à ton chien, notamment pour te rendre sur les îles. Quand tu y vas, c'est combien de temps à peu près de déplacement? Alors là, pour aller sur l'île verte, ça dépend totalement du vent. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le sud, souvent, le matin, il n'y a pas du tout de vent. Donc on se dit génial, c'est une belle journée, ça va être facile. Et le vent va se lever en milieu de matinée, vers 10 heures, voire à midi. Et on peut se faire surprendre. Donc quand on a le vent de face, ça peut être beaucoup plus long pour rentrer. Donc il faut bien penser à regarder la météo des mers avant de s'embarquer dans ce genre d'aventure et éventuellement faire en sorte d'avoir plutôt le vent de dos si possible. Globalement, pour aller à l'île verte, ça dépend comment on pagaie, mais à peu près 20-30 minutes à ramer pour arriver sur le bord et après on peut faire le tour. Voilà, en partant de la Ciotat. Ok, ah, je pensais que c'était bien plus long que ça. Non, alors ça dépend des chiens. Loupi, le statique, c'est pas forcément ce qu'il préfère. Donc lui proposer une balade de 2h30 assis ou couché sur un paddle, c'est pas forcément un truc qui va être agréable pour lui. Du coup, nous, on considère vraiment le paddle et le kayak comme un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Et l'idée, ça va pas être forcément de se poser 3 heures au large sur l'embarcation. Ça va vraiment être faire des petits trajets, se poser, profiter, repartir, etc. pour que ça reste agréable pour lui. Mais ça dépend totalement des chiens. J'ai une amie qui fait du paddle avec son chien. Sa chienne s'endort sur le paddle, donc partir 4 heures, c'est ultra cool pour elle, quoi. Toujours s'adapter à son chien. C'est ça. Et donc quand c'est comme ça, donc vous partez tôt le matin, tu disais plus tôt, et vous y allez, vous passez la journée là-bas, ou vous y allez, vous posez 1 heure ou 2 et vous repartez? Nous, en général, on part vraiment tôt. On va se poser 1 heure ou 2. On va faire un ou deux autres endroits et puis on va rentrer fin de matinée pour éviter les moments où il y a trop de vent, trop de houle et où ça commence à être un petit peu plus compliqué pour Loupi. Il faut vraiment qu'il soit très à l'aise sur la mer quand il y a beaucoup de houle quand même. Ouais, je comprends. Et si jamais il y a des personnes qui prévoient d'aller en vacances dans ce coin-là et qui n'auraient pas, eux, de paddle ou de kayak, tu sais si c'est possible d'en louer, mais de façon dog-friendly? Des locations de kayak et de paddle un peu partout sur la côte. Je sais qu'il y a quelques locations dog-friendly. J'ai pas les adresses exactes parce que ben, j'ai pas eu à le faire, mais ça existe. Après, il faut bien préciser qu'on a un chien quand on appelle pour louer du matériel parce que ben, ça fait quand même parfois quelques petites traces de griffes sur le matériel, donc il faut quand même que le loueur soit OK à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se mettre à ce type de sport avec leur chien? Surtout si on doit louer le kayak ou le paddle, il faut prévoir vraiment large en termes de temps et s'adapter au rythme de son chien. L'objectif, c'est que ça reste un plaisir partagé, donc prévoir si possible
au moins pour la première fois, soit un jour, où il y a pas du tout de vent ou privilégier plutôt un lac ou un endroit où il y aura vraiment pas de vagues pour la première fois et bien prendre son temps, de faire des petits jeux autour du kayak ou du paddle, laisser au chien le temps de prendre ses marques sur le sol, sur la terre ferme, avant d'aller dans l'eau et rester à son écoute. Quand on voit que ça fait un petit peu long pour lui, même si c'est pas ce qu'on avait prévu, bah, il faut pas hésiter à faire demi-tour pour, pouvoir faire plus la prochaine fois. OK, et est-ce qu'il y a des lacs justement, par chez toi sur lesquels on peut s'entraîner? Juste là où je suis, pas forcément. En tout cas, il y a quand même pas mal de risques que ça soit contaminé par des cyanobactéries. Ça va plutôt être dans le Haut-Var. Bah, il y a le lac de Sainte-Croix qui est connu et les gorges du Verdon qui sont des spots juste incroyables pour faire ce genre de sport. Là, pour le coup, il y a des locations dog-friendly, de pédalo, de bateau à moteur, de kayak, de paddle. Et pour le coup, c'est vraiment un super spot pour découvrir ces sports avec son chien. Pour l'initiation au paddle, nous, on a eu la chance d'avoir une amie qui pratique, régulièrement le paddle avec son chien et ça a été un vrai plus pour Loupy parce qu'en fait, le fait de voir, un copain super à l'aise sur le paddle, il s'est complètement calqué sur son attitude et ça l'a vraiment aidé à se poser, à comprendre que, ben, il y avait pas de stress à avoir. C'est vrai qu'on a commencé par le kayak qui est quand même nettement plus stable et sécurisant pour le chien parce qu'il y a les boudins sur le côté et du coup, il était vraiment à l'aise assez rapidement et le paddle, il était un petit peu surpris que ça bouge beaucoup comme ça et le fait de voir, la copine se coucher, se poser, ça l'a vraiment aidé à trouver la bonne attitude donc si on a un copain cool qui pratique déjà, c'est vraiment un plus pour aider son chien. Les chiens, ils ont un peu cet esprit, d'imitation, et s'ils voient quelqu'un déjà, enfin quelqu'un, un congénère en tout cas, déjà à l'aise et tout, il va plus vite, capter ce qu'il faut faire. Enfin, comme nous au final, quand quelqu'un te montre l'exemple, c'est plus facile de reproduire Oui, derrière, quoi. voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'ils savaient pas trop comment se poser au début, donc on avait fait les petits exercices sur la terre ferme, mais il a tendance à vouloir contrôler le mouvement, rester debout. Ah aussi, il y a quelque chose qui est important, il faut pas oublier que, surtout pour les chiens qui ont du mal à se coucher ou à s'asseoir, c'est quand même un gros exercice de proprioception et ça fatigue le chien énormément. Ça fatigue les muscles, il faut pas être trop gourmand, il faut quand même gérer la fatigue musculaire. Ça travaille les muscles profonds, donc c'est super pour le chien, mais par contre, voilà, il faut en être conscient et y aller à petite dose. Nous, il était un petit peu courbaturé après la première session, pourtant on n'avait pas fait une énorme sortie, mais il était un peu raide le lendemain quand même. Il y a peut-être un dernier point de vigilance à avoir, enfin plutôt 2. Il y a le soleil, auquel il faut faire attention. On est quand même sur l'eau, il y a une forte réverbération, c'est pas terrible pour les yeux et pour la peau du chien, donc il faut penser à protéger, avec une petite crème, un baume, et puis éventuellement mettre des lunettes, si on y va en pleine journée. Mais l'avantage de partir tôt le matin, c'est aussi d'éviter ces effets sur le chien. Ne pas oublier qu'ils craignent le soleil comme nous, et qu'ils n'ont pas de chapeau, donc il faut penser à les protéger. Et le dernier point, c'est le sel. Alors, c'est pas bon à boire, mais c'est pas trop bon pour la peau non plus. Quand on a fini la sortie, paddle ou kayak, en général, c'est un petit peu la galère parce qu'il faut remballer tout le matériel qui est plein de sel et plein d'eau. Donc on protège la voiture et quand on rentre, on rince le matériel, mais on rince surtout, l'oupi. Parce que, le sel sur la peau, c'est ça peut notamment entre les doigts faire des crevasses, si tous les jours il est dans l'eau salée et qu'on laisse sécher comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rince bien. Pour les chiens qui, comme Loupy, aiment pas forcément le jet d'eau, qui sont pas très à l'aise, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une petite piscine. Pas forcément une piscine pour chiens, même une petite piscine pour enfants et on lui jette des jouets dans la piscine et ça lui permet de se rincer tout seul et d'avoir un moment agréable sans traumatisme du jet d'eau qui le met mal à l'aise. Donc on rince bien entre les doigts, sous les coussinets, on rince bien tout le corps et puis on n'hésite pas à hydrater les coussinets avec un petit baume quand on peut. Ce qu'on fait aussi, quand on sait qu'on va rester longtemps dans le sud, c'est qu'on lui met du solipat pour tanner un petit peu les coussinets parce que le sol est quand même assez sec et irritant. Il y a les aiguilles de pin, il y a des roches qui sont parfois tranchantes, notamment dans les calanques. Heu et c'est vrai que les coussinets sont quand même mis à rude épreuve, surtout si on fait des grosses balades et le sol peut vite être assez chaud. Donc on tanne les coussinets, et on hydrate bien le soir, et on rince. Voilà, il y a quand même un petit peu d'entretien. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés, que tu aurais aimé, partager aux personnes qui nous écoutent? Ce qui est important aussi, c'est de vérifier régulièrement les réglementations, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abus sur les parcs naturels ces dernières années. Alors,
pas par rapport aux personnes qui ont des chiens, mais par rapport aux touristes en général. Et ils sont en train de durcir certaines règles. Par exemple, il y a des calanques dans lesquelles il faut réserver maintenant. Il y a des endroits qui étaient autrefois accessibles aux chiens et qui ne sont plus. Donc il faut quand même vérifier régulièrement la réglementation sur le site en ligne. En général, c'est plutôt assez clair et accessible en termes d'information. Après, il faut faire attention aussi, il y a des moments où il y a des massifs qui peuvent être fermés à cause du vent pour le risque feu de forêt. Donc voilà, c'est important de vérifier quasiment au jour le jour sur le site des parcs nationaux. Donc si le parc est ouvert ou fermé, parce qu'on peut être surpris, c'est un peu dommage de faire 1 heure de route, d'arriver au calanque et de se rendre compte que en fait c'est rouge et qu'on ne peut pas descendre parce qu'il y a trop de vent. Je comprends. Bah, merci pour ces précisions. Quand on n'est pas du coin, ça peut être dur, tu vois, de s'imaginer tout ça et tout, et de se dire, bon, bah, tel jour je ferai ça, tel jour je ferai ça, et en fait, quand tu t'y rends, bah, non. Faudra changer tout le Ouais, programme. voilà, il faut être un petit peu souple sur ça parce que c'est vrai que le vent, ça peut être assez variable du jour au lendemain. Ça dépend vraiment donc de la météo. Faut pas prévoir de façon trop rigide les visites dans les parcs naturels. Ils ont tendance à fermer au moindre risque parce qu'il y a eu des accidents, donc ils prévoient. Ouais, ça, je pense que tout le monde est à peu près au courant maintenant là-dessus avec tout ce qu'il y a eu ces dernières années. Si j'ai un dernier conseil à donner aux gens, c'est de s'inscrire sur les groupes de balade de la région. Moi, le coin dans lequel je suis, c'est le 83, donc le Var. Et en fait, sur ces groupes, il y a plein de spots pour les chiens, justement. Et ça permet aussi de demander un peu des informations au jour le jour, par exemple sur les cyanobactéries ou encore sur les chenilles processionnaires. Moi, je sais que quand je rentre chez mes parents, je sais pas trop s'il y a encore des cocons ou pas, parce que ça dépend un peu des saisons. Quand j'y vais pour les vacances d'avril, donc je mets un petit message sur le groupe, je demande est-ce que à tel endroit il y a encore des chenilles, et les gens me répondent oui, allez plutôt ailleurs, ou non, là c'est bon, on n'en voit pas depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est sympa. Ça me permet d'adapter mes balades, de faire des rencontres, de découvrir des spots, de vérifier si un site est toujours bien accessible aux chiens et puis voilà, d'avoir quelques infos utiles pour la sécurité de mon toutou. Trop bien. Et je pense que c'est un conseil en plus qu'on peut appliquer pour n'importe quelle région. Et j'y avais pas pensé. C'est Ouais, une trop bonne ben, idée. nous on fait ça tout le temps, comme on voyage un petit peu aux 4 coins de la France, on a fait la Normandie, les Vosges, la Moselle, le Var. À chaque fois, on se met sur les groupes de balade du coin et puis au moins, ça nous permet de faire des belles rencontres et d'avoir des spots sympas et on sait qu'on peut être tranquille avec nos chiens. Trop bien, trop bonne idée. Bah, merci beaucoup pour encore ce super conseil. Si des personnes ont des questions sur la Côte d'Azur avec son chien, est-ce qu'ils peuvent te les poser directement? Et si oui, où ça? Oui, bien sûr. Alors, ils peuvent m'envoyer un petit message privé sur notre compte Instagram. C'est Happy Loupy. Happy, H-A-2-P-Y, tiré du 8, Loupy, L-O-U-P-I, comme un loup avec un I à la fin. Et je leur répondrai avec plaisir. Super. Et bah merci beaucoup Elsa pour tous ces conseils et ce chouette moment. Et puis bah, je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.